Allô, mon nom c'est Céline Laurent et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mes résultats préliminaires, si vous voulez, de mon mémoire de la maîtrise, intitulé Point tournant dans les trajectoires de vie, comment les membres sortant de première et de multigénération construisent leur sortie et leur vie au-delà des groupes à haute intensité d'engagement. Je sais, c'est un gros titre. Je promets, c'est pas si complexe que ça. Le plan pour présentation, c'est vraiment essentiellement on vise un peu à identifier les points tournants chez les premières et les multigénérations pour comprendre comment ces moments-là marquent leur processus de sortie. Pour nous, c'est pas nécessairement que les identifier, on va aller plus loin que ça. C'est ça plutôt le point de la présentation. Quelqu'un, la grosse question, qu'est-ce qu'un groupe secteur? Je pense qu'on est dans une salle que j'ai pas nécessairement besoin de vous donner une définition très spécifique. Je pense qu'on est quand même assez connaissants du sujet, là. On s'en cache pas, là. Mais ça que nous, on a décidé un peu faire, l'important, c'est plutôt de garder que il y a trois grosses composants lorsqu'on garde à plusieurs définitions associées à cause qu'un groupe secteur. C'est ça plutôt ça qui nous intéresse. Fait qu'on va toujours voir des définitions qui font parler de le leadership ou les figures d'autorité. Tu sais, qu'est-ce qui fait un leader soit plus sectaire que typique? Tu sais, qu'est-ce que les caractéristiques? C'est-tu typiquement quelqu'un narcissiste, charismatique, un ego enfantin de ce genre-là? On qualifie tout ça dans cette section-là. Ensuite, on a tout ça qui est des stratégies de contrôle. Fait que, tu sais, ça peut être mis en place par le groupe, ça peut être mis en place par le leader comme tel, mais ça inclut n'importe quelle stratégie de contrôle. On peut parler de contrôle financier, on peut parler de contrôle peut-être relationnel. Tout ce genre-là, c'est là où on met ça comme cette composante-là. Puis par la fin, on met une composante nommée fonctionnement du groupe. Fait que ça peut être genre, tu sais, avoir euh, une pensée noire ou blanc. On voit souvent ça dans les définitions. On peut avoir peut-être des genres de relations. Fait que, par exemple, nous autres, on a remarqué qu'il y a une différence de relation envers les premières générations puis les multigénérations. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est on a remarqué que les premières générations, eux, souvent par rapport aux leaders, ils vont avoir une relation genre d'admiration, si vous voulez, ou idéalisation. Fait que pour eux, ils perçoivent quelqu'un, la personne qui est grand, comme bien, puis ben, pas parfait, là, de toute façon, quand je pose pas ça, mais cette idéalisation-là se fait. La deuxième génération, eux, les relations sont plutôt basées sur la doctrine ou la norme. Ils gardent pas nécessairement euh, les leaders comme un idole, si vous voulez. Puis ben, c'est sûr qu'avec le fonctionnement du groupe, c'est en raison des stratégies contre eux. C'est ça qui fait en sorte qu'ils ressentent. C'est que dans la propre mon mémoire, excuse si je dis thèse, je viens de du Nouveau-Brunswick, puis on dit tout en thèse. Fait que si je me mêle, je vais faire de mon mieux. Fait que pour mon mémoire, dans toutes les entrevues, tous les participants que j'ai connus, si vous voulez, on a quand même remarqué que tous les cas, c'était des communautés patriarcales. Fait, qu'est-ce que ça veut dire? Puis on trouve vraiment que le schéma l'illustre quand même vraiment bien pour expliquer c'est quoi une communauté patriarcale. Ben, c'est un peu quand le voit dans les groupes sectaires, c'est sûr. C'est le premier, le plus important, c'est le leader. Puis le leader, lui, est une représentation de Dieu, ou un représentant de Dieu. Fait que ça peut être soit un homme ou plusieurs hommes. Pour la majorité, on comprend que c'est en grande majorité un homme. Par la suite, ceux qui ne représentent pas Dieu, c'est les hommes. Ils comptent quand même en deuxième catégorie. Et en dernière catégorie, dans cette instance ici et dans toutes les instances, c'est la femme. Ça sera tout dans la femme qui est en bas de la pyramide, si vous voulez. Fait que, qu'est-ce que ça veut essentiellement dire? Ben, c'est ce schéma-là, ça apporte, je veux pas, à une culture de hiérarchie et binarité. Fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça crée un genre de modèle rigide sur qu'est-ce qui est une femme, puis qu'est-ce qui est un homme. Fait que ça veut dire, tu sais, genre, ça peut inclure de pas aussi tant simple sur l'habillement, comment est-ce qu'il se présente. Ça peut être aussi tant complexe ou de quoi qu'on n'aurait jamais pensé comme des activités, même les compétences. Ça devient uniquement basé sur le sexe, même si pour nous autres, c'est peut-être pas lié au sexe.
C'est que avec, encore une fois, cette communauté-là, ça peut aussi nous apporter une genre de culture du silence et une culture orientée vers le pardon des autres. Man appelle ça le empathy. C'est un super bon terme. Essentiellement, ça veut juste, je veux pas dire ça veut juste dire, c'est essentiellement dire c'est jamais la faute de l'homme. Dans tous les cas, c'est jamais la faute de l'homme. Si, je vais mettre ça en guillemets, si l'homme se fait prendre pour avoir fait quelque chose, il va se faire soit pardonner par le groupe, ou si ça va être mis sur la faute de la victime, toujours. Hein. Ou si c'est pas ça le cas, il va peut-être minimiser, le groupe ou le leader va minimiser l'expérience, ou l'accident, ou l'incident si vous voulez. Ils peuvent possiblement ignorer ça. Parfois, ils vont cacher la situation comme telle, mais ça ne sera jamais la faute de l'homme. Mais quand on prend sur recherche, veux pas, pour nous, on a remarqué que beaucoup de recherches vont plutôt garder ou détailler les circonstances des individus dans des groupes. Comme par exemple, comme Bourson et Saraglo et Côte-Dieu allons vraiment plutôt garder un aspect sur pourquoi la personne va joindre. Fait, c'est une manque d'acceptation ou peut-être des événements négatifs, ça se fait. Peut-être il y a des certains auteurs qui vont plutôt garder un aspect sur pourquoi qu'ils quittent. C'est Rousselet, Boéry, Laliche nous suggère peut-être c'est une déception reconnue, manque d'autonomie qui les fait réaliser qu'ils veulent quitter le groupe. Ou parfois, t'as même des certains auteurs, ils vont regarder plus strictement une genre de population. Peut-être les femmes, Matthews et Salazar, eux, vont vraiment faire leur recherche plutôt sur les deuxièmes générations. Puis eux vont peut-être plutôt garder tout ce qui fait qui ont situation de problèmes à la suite de leur sortie. De leur sortie, c'est plus complexe. Fait que ils reconnaissent qu'il y a un manque d'identité, un manque d'éducation, du genre de ça. Mais nous autres, ça nous amène pas à comprendre ça plus loin. Puis c'est ça que nous autres, ça nous intéresse. Fait qu'on veut comprendre pourquoi la personne quitte ou pourquoi la personne maintient dans le groupe. C'est parce que parfois, il y a des telles raisons différentes qu'un autre. Mais c'est ça qu'on s'intéresse plutôt à. C'est pour ça que nous, on a plutôt un aperçu, si vous voulez, sur le récit de vie des individus qu'on a rencontrés. Fait on veut vraiment voir qu'est-ce que le moment qui est arrivé que tout a changé pour vous. C'est ça qui nous intéresse. Ou, comme on a mis, qu'est-ce qui a vraiment mis à bouleverser là. Fait c'est quoi un point tournant? C'est une grosse diapositive, je promets, je vais pas te dire ça. Mais essentiellement, un point tournant, c'est un moment qui bouleverse le quotidien, qui crée une genre de rupture vraiment claire d'une période de temps pour l'individu, soit la vie avant le point tournant et une vie après le point tournant. Fait que c'est sûr que dans la diapositive, on a mis quelques d'autres genres de définitions puis quelques d'autres termes que certains auteurs utilisent, mais le reste, ça reste quand même le même. C'est le genre de cette idée-là qu'il y a une rupture claire qui est très définie dans la trajectoire de vie de l'individu. Fait que comment est-ce qu'on a fait ça? Fait que nous, on s'est inspiré un peu de la criminologie narrative parce que moi, vraiment, ma directrice de thèse, c'est Marie-André Pellon, puis elle a un background en criminologie, fait que moi aussi, là. Fait qu'on a su ça un peu. Puis Pressure va nous dire essentiellement que avec un aspect de criminologie narrative, avec les récits de vie spécifiquement, on regarde pas tout simplement à regarder l'œuvre. Ça nous permet vraiment de voir plus loin que ça. Ça nous permet de voir peut-être les comportements qui vont les guider dans le futur en raison de leur récit de vie. Ça explique plus que juste dire cette personne-là a fait une telle raison ou autrement. On va plus loin que ça. Fait que pour nous autres, on a gardé ce même aspect-là envers les groupes sectaires. Pour ce que je veux dire par ça, c'est avec les récits de vie, on a vraiment pu aller plus loin en termes de donner plus d'informations sur le groupe. On a pu voir comment est-ce que le groupe fonctionne. Plutôt, comment est-ce que les relations sont différentes, les interactions sont différentes dans leur groupe qui faisait partie de dans le temps. C'est ça qui nous intéresse plus loin que ça. Fait que, c'est quoi qu'ils aident les participants?
Fait qu'on a recruté 21 participants sur 15 s'identifiant comme des femmes, 7 des hommes. Une personne s'identifiait comme non-binaire lors de l'entretien. Dont ces 21-là, on avait 8 personnes s'identifiant de première génération, jouant à l'âge en l'adolescence à la trentaine, je ne vais pas mettre exact là. Deuxième génération, 11, soit à peu près 4 mois à 10 ans. Je dis pas nécessairement ils ont joint, ils ont pas joint par choix. Fait que c'est pas un terme que j'aime d'utiliser. Et multi-génération, on a recruté 2 personnes. Pour les groupes, on a un total de 11 groupes différents. Mais j'aime de noter quand même que j'aime pas nécessairement de donner le nom du groupe, mais en temps d'une conférence comme ceci, c'est sûr pour le mémoire non plus, parce qu'on a quand même un sentiment de respecter l'anonymat de l'individu. Puis il y a des certains individus qui ont quand même peur, qui peuvent être identifiés spécialement vu que le récit de vie est quand même très spécifique à cette personne-là. Fait qu'on couvre ça pour eux. Puis les durées des entretiens varient de 90 minutes pour une session à un gros maximum, un total de 8 heures, en total dans une période de 3 sessions avec un individu. Fait que, comment est-ce qu'on analyse ces données qualitatives-là? Mais pour nous autres, Damnézère et Dubois vont vraiment nous suggérer plutôt que on devrait diviser les récits de vie selon des moments clés. Puis c'est un peu dans ce genre-là qu'on nous autres, on s'est inspiré. Fait qu'on a gardé des critères très spécifiques pour déterminer c'est quoi les moments, les points tournants. Fait qu'on a parlé, on a trouvé le temps, le temps consacré à la description de l'événement. Fait que si l'entrevue a duré 2 heures puis quelqu'un nous parle 10 minutes sur un événement spécifique, ben là, on sait que c'est un point tournant pour eux. Le degré de l'attention et le détail mis en avant. C'est qu'ils se rappellent de certaines choses que la personne a dit spécifiquement. La date peut-être, comment longtemps ça a duré. Ça, pour nous, ça indique clairement que c'est quand même un moment marquant ou un point tournant. On a la formulation et les expressions. Fait que si ils nous disent immédiatement, moi, c'est un point tournant, ceci, ben, ça fait la fille un peu plus sympa à colléger, là. Puis parfois, on remarque que quand on regarde le récit à l'entier, si tu veux, on peut vraiment découvrir ces moments-là qui fait qu'on remarque une vie avant ce moment et après ce moment. Fait que c'est comme ça qu'on a fait ça. OK. Fait que c'est quoi les résultats? Fait que nous, avec tous les points tournants qu'on a ramassés, on a trouvé 4 grandes thématiques. Fait que la violence subie et le dévoilement, l'imposition de la norme, la relation de pouvoir du leader et la surveillance constante. Je vous dis tout de suite, je savais qu'avec le temps, tant mieux, j'allais pas pouvoir tout faire, fait que j'ai pas mis surveillance constante, mais quand même. Fait que, quand on parle de violence subie et dévoilement, j'en cache pas, je suis sûre que vous connaissez tout ça, là. Mais c'est quand même important de noter que mes participants n'ont pas nécessairement juste vécu cette forme de violence-là. Ils ont vécu d'autres formes de violence aussi dans leur histoire. Mais c'est les points tournants qui ont fait en sorte que c'était ça, les violences vécues lors de leur point tournant. Fait que c'est juste un petit astérique, si vous voulez. Fait que, en premier lieu, on a un exemple de violence physique. Hélène, elle, c'est une deuxième génération. On voit, je vais lire les parties en caractère gros, sinon ça va être un peu long. Le leader disait, tu ne peux pas te laisser parler comme ça par ta fille. Faut que tu t'adresses. Elle, dans cette situation-là, elle parle de que c'est son père qui ça fait dire ça à elle. Puis là, elle dit, essentiellement, ça qui arrive à la fin. Je vais comme pas tout dire, c'est un peu long, là. Mais après, je criais ça. Puis ma mère, elle, ne s'est pas fait frapper parce qu'elle disait oui à mon père. Fait qu'on voit déjà quelque chose qui apparaît là. On voit que le leader essaye d'imposer les normes genrées sur elle. Parce que faut qu'elle soit la genre de femme, fille, soumise, écoute son père, puis ça. Puis parce qu'elle n'écoute pas son père l'adresse avec la violence physique, si vous voulez. En deuxième lieu, on voit aussi, c'est pour ça une autre chose que j'ai mis en gros, j'ai écrit « Je suis l'enfant ». Pour elle, ça, c'était un gros moment parce qu'elle reconnaît que les parents jouent pas leur rôle
comme être autorité parentale. Elle reconnaît que leurs parents jouent pas essentiellement leur rôle de parents comme tel. Fait que, c'est là que, parce qu'ils jouent pas leur rôle de parents, elle est pas protégée. Fait que pour elle, cette idée-là, elle peut plus faire confiance à ses parents-là dès ce moment-là parce que elle sait qu'elle a un enfant puis ses parents devraient la protéger, mais c'est eux qui mettent la violence sur elle, plutôt le père, la grand-mère. Fait que dès qu'elle pouvait, à la sortie du groupe. Violence sexuelle, Camille, elle aussi, c'est une deuxième génération. Elle dit, moi, mon père faisait des attouchements sexuels. Il était tout le temps après de me toucher. Il venait me voir dans la nuit, puis il faisait des choses. Puis elle a dit, tout de suite, commencé à la sortie, ça a tout déboussolé après ça. Je crois c'est ce ton-là que tout m'a réveillé aussi. Je me rappelle que je broyais le soir avant de me coucher, puis je ne voulais pas dormir, parce que j'avais un doute. Fait que déjà là, dans ces situations comme ça, elle apprend que son père puis sa maison, de quoi qui devrait être sécuritaire, n'est pas sécuritaire pour elle. Fait pour elle, c'est que ce côté-là, elle se dit, une fois que je suis grande, je pourrais sortir pas d'une place pas sécuritaire pour moi, pour me protéger moi. Fait que c'est comme ça que Camille a vécu la violence sexuelle. Lorsqu'on parle de l'identité du genre, Nikki, c'est une première génération qui s'identifie, dans l'entrevue à la fin, elle s'identifie plutôt comme trans, mais elle est très proche avec la communauté LGBTQ+. Fait que dans son groupe, elle parle comment ce qu'elle avait souvent demandé pour est-ce que vous allez garder des choses un peu plus en faveur de la communauté LGBTQ+. Puis, elle s'avait fait dire que oui. Mais le problème avec ça, c'est Nikki se fait essentiellement trahir par le groupe. Parce que ça fait dire que le groupe est en faveur de la communauté LGBTQ. Mais la réalité, c'est pas ça le cas. Elle dit, j'ai fait confiance à ce groupe et que je me suis ouvert. Et cette femme, une autre membre, a finalement essayé de me transformer en hétérosexuel et de me marier. Fait que la trahison pour elle est là immédiatement. Elle se fait essentiellement un genre de déni, si vous voulez, identitaire, ne peut pas se faire. Fait que le fait que son identité ne peut pas être vraie, si vous voulez, ça l'amène à un peu avoir un genre de haine d'elle-même. Tu sais, parce qu'elle se fait dire essentiellement de groupe que ce qu'elle est en vraie vie, réellement, est pas bien. Fait que pour elle, cette haine-là la porte à quitter le groupe aussi parce que ça devient trop pour elle. Parce qu'elle peut pas s'identifier comme ce qu'elle est vraiment. La violence symbolique, c'est un peu intéressant parce que Florence, elle, son point tournant, ça n'a pas déroulé pendant être dans le groupe. Son moment, j'utilise mon moment comme c'est point tournant. Son point tournant, c'est vraiment déroulé une fois qu'elle a quitté le groupe. Parce que pour elle, euh, elle a vraiment aimé son expérience comme être-membre. Elle ne reconnaît pas son expérience comme avoir été traumatisant. Puis, mais son choix de quitter le groupe pour elle, a dit ça a tout bien été, ça s'est tout bien déroulé. Mais c'est par la suite que ça s'est arrivé. Fait que, dans une période de 6 mois à la suite qu'elle a parti, elle a déménagé, après qu'elle a quitté le groupe, elle a déménagé une fois de son appartement parce que les propriétaires étaient encore membres du groupe. Puis elle a déménagé une fois. Puis qu'elle a trouvé un autre appartement, cet appartement-là a pris en feu. Fait qu'elle est obligée partir pour un autre appartement. Puis ça, c'était en même temps qu'elle allait débuter l'université une fois. Puis c'était une madame quand même un peu plus âgée, dans la fin quarantaine. Fait qu'elle recommence à l'université pour la première fois. Fait qu'elle a eu quand même beaucoup de moments comme ça d'une petite période de temps. Mais pour elle, tout ça a quand même apporté pas des fractures qu'on mis à se créer. Ça l'a mis plus vulnérable. Parce que vous savez, le processus de sortie, on ne cache pas, c'est un temps très vulnérable pour l'individu. Fait que, pour Florence, la vulnérabilité a continué parce que le processus essayer de demander l'aide n'était pas capable d'être fait, n'était pas satisfaisant, si vous voulez. Fait, elle a pas pu trouver l'aide à l'extérieur. Fait que pour elle, son expérience de sortir du groupe puis son identité, elle est obligée de faire ça seule. Fait que c'est pour ça, c'est une genre d'expérience violente parce qu'elle dit, tu sais, dans tous ces temps-là, elle était super stressée.
elle est pas capable de dormir. Elle est obligée d'aller à l'hôpital psychiatrique, puis l'hôpital psychiatrique, c'était une expérience horrible. J'en doute pas, on s'en cache pas, là, mais pour elle, c'est quelque chose que ça l'a vraiment traumatisé. Fait que ça veut dire quoi? Ben, les conséquences sont vraiment catégorisées en trois grosses thématiques, si vous voulez. Essentiellement, ils peuvent redéfinir leur expérience. Fait que, en premier lieu, puis ça, c'est beaucoup plus comme les premières générations, là, mais ça donne juste que j'ai mis ça comme ça, là. Euh, les individus sont capables de mettre des mots sur leur violence vécue. Ils sont capables, ils ressentent un malaise, si vous voulez, puis ils peuvent dire, OK, ben moi, j'ai vécu la violence physique, ou du genre de même. Puis, quand ils sont capables de faire ce point tournant-là tourne essentiellement dans une façon pour eux à entraîner leur sorte. Versus les deuxièmes générations, eux, ils dévoilent leur expérience, mais ils sont pas nécessairement capables de mettre les mots sur la violence. Mais ce qui va arriver, c'est que c'est l'État qui va faire ça. L'État va, genre, réagir envers leur dévoilement, puis c'est l'État qui va les sortir du groupe, souvent, dans plusieurs instances. Puis en troisième, encore une fois, c'est Florence, un peu, j'appelle ça ma licorne un peu, là. Mais parce que l'intervention ne fonctionne pas, ne répond pas à ses besoins, ça augmente la fragilité du monde. Puis c'est ça qui arrive pour elle parce que c'est genre une conséquence parce qu'il n'y a pas de façon pour elle à s'améliorer. OK. L'imposition de l'anneau. Fait que c'est vraiment intéressant ceci. Ces sous-catégories ici, je vais les passer un peu aussi, là. Dans tous les exemples, ça a tout été des deuxièmes générations aussi. Puis c'est un peu intéressant à voir comment, parce que malgré le fait que j'ai eu, comme vous avez vu, des participants de première et de deuxième génération et multi, c'est vraiment, lorsqu'on parle de la norme, les points tournants un peu par ici, c'est vraiment lié avec des deuxièmes générations. Fait qu'on parle plutôt de l'absence de choix dans la vie quotidienne. C'est que ici, on a Daphné qui nous parle qu'elle reconnaît qu'il y avait des rôles typiquement féminins. C'était très comme enforced, même avec les enfants, même dans le choix d'activités qu'on pouvait faire. Les filles vous apprenaient à vous peigner les cheveux, puis moi, je me rappelle, j'étais pas confortable avec ça. Moi, j'étais un enfant qui aimait jouer dans la terre, puis comme ramasser des bébés. Je voulais pas me peigner les cheveux. Fait que déjà là, Daphné est en train de comprendre que ça dérange pas ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas. Elle reconnaît qu'elle fit déjà pas dans le groupe. Elle reconnaît que elle peut pas s'adapter, elle peut pas offrir de quoi d'autre. C'est essentiellement les activités féminines sont les choses qu'elle doit faire parce qu'elle s'identifie comme féminin. Ensuite, on a le mariage contraint. Karina va nous parler que j'avais déjà couché avec mon chum à l'âge de 17 ans. J'avais donc commis un péché, en secret, et lorsque j'étais prêt à me poser la question de savoir si je voulais me marier, je ne pouvais plus me la poser. C'est que elle, à l'époque, elle se sent coupable en force de l'imposition de la norme. Elle a fait quelque chose qu'elle n'est pas supposée faire. C'est le gros péché d'avoir couché avant d'être mariée. C'est le gros péché. Puis, elle craint, comme elle est contrainte à ce mariage, excuse. Parce qu'elle sait qu'elle peut pas se poser ces questions-là. Tu sais, elle dit, je pouvais pas me poser la question. J'avais déjà couché avec quelqu'un. Je pourrais plus jamais me marier avec quelqu'un d'autre. J'allais finir ma vie toute seule. Fait que ça dérange pas pour elle. Elle savait que cette imposition, cette norme-là faisait en sorte qu'elle avait pas d'autre option. Pour Émile, il reconnaît vraiment que la vie est plus importante que l'individu. Il va dire que il voulait pas que son enfant subisse une procédure médicale spécifique. Parce qu'il dit, je me décharge en quelque sorte de la responsabilité de vouloir que mon fils meure. Je sais que c'est un peu lourd comme discours, mais pour lui, une situation comme ça l'a fait réaliser, de comprendre que, essentiellement, la mise en pratique de cette norme-là pourrait essentiellement coûter la vie de son enfant, de son fils. Puis avec ça, il réalise que soit qu'il doit suivre la norme ou soit qu'il quitte. Il n'y a pas d'exception. Malgré le fait que peut-être Émile va garder pour essayer de trouver des solutions, des exceptions à la règle, il n'a pas de règle qui essentiellement le laisse être exclu de ça. Fait que pour lui, soit qu'il suit la norme, il doit quitter.
la qualité des relations. Adèle, elle, c'est un autre, un peu une licorne aussi, dans le sens que son point tournant est lié après sa sortie du groupe. Fait qu'elle, elle avait eu une fille, puis elle était capable de faire soigner sa fille par ses parents qui étaient encore membres, mais elle avait sorti du groupe déjà. Puis, le problème avec ça, c'est les normes vont essayer d'être essentiellement imposées sur elle, puis sa fille. Elle a demandé que, à ses parents, pouvez-vous, s'il vous plaît, pas faire ça? Puis, tu sais, mes parents, ma mère et mon père commençaient à dire des affaires au paradis à la fin du monde et j'ai dit non. Tu ne traumatiseras pas ma fille. Et c'est ça, après ça, j'ai coupé contact. C'est qu'elle a priorisé son enfant. Fait que déjà là, malgré le fait que ses parents essaient de la convaincre autrement, tu sais, le paradis, la fin du monde, puis tout ça, elle priorise l'enfant. Fait que déjà là, la seule façon qu'elle est capable de faire ça, c'est essentiellement de trancher le contact en tout temps avec ses parents. C'est ça, cette étape finale-là qu'elle avait besoin de faire. OK. C'est quoi les conséquences par rapport à l'imposition? Non. Fait qu'il y a une pression continue exercée sur les participants, sur les membres, par les membres proches, qui apporte à une rupture de relation. Fait que tu peux avoir des relations d'amitié, des relations amoureuses, tu veux, qui essentiellement sont brisées par comme le côté de l'imposition d'un homme qui est constamment mis sur le monde. Il y a certaines personnes, un peu comme Émile, qui vont essayer de consulter de diverses personnes dans le groupe pour remettre en question la norme, parce qu'ils cherchent pas des réponses à la justesse de cette norme-là. Est-ce que il y a une autre solution? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué de ce genre-là? Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est capable de trouver. Par la suite, le participant peut aussi consolider son identité de membre déviant à la norme, une identité qui consolide son choix de quitter le groupe. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Son identité de déviant devient trop lourd, potentiellement sur ses épaules. Fait que juste ça l'apporte à quitter le groupe parce que ça devient trop lourd. Fait dans tous ces cas-là, ok, je vais dire ici. Dans tous ces cas-là, c'est la norme qui gagne. Ça ne sera jamais l'individu qui va gagner. Ça sera toujours la norme qui va gagner, même s'il essaie de trouver autrement. Fait la relation de pouvoir du leader. On a raison par rapport à les contraintes à agir d'une certaine façon avec le monde à l'extérieur. Fait que Sonia, c'est une première génération. Puis, elle, dans son groupe, elle était très enthousiaste comme membre. Mais elle avait quand même une relation, elle ne pas privilégiée avant ce moment-là avec le groupe comme tel. Elle se sentait essentiellement libre à faire ce qu'elle voulait. Parce qu'elle avait pas de problème avec ça, puis elle était d'accord avec ce que le groupe faisait, jusqu'à ce moment ici. Fait que, avant ça, elle ne reconnaissait pas nécessairement le pouvoir du leader. Puis, c'est ça qu'elle dit. Le leader m'a poussé à m'organiser en faction. J'étais dans le déni de ce qui se passait autour de moi. Puis, il y avait même eu un moment que j'ai craqué devant le leader en disant que je ne pouvais pas faire ça et que je ne comprenais pas ce qu'on faisait, que je voulais juste me sortir de cette situation. Fait que pour elle, c'est vraiment de reconnaître que, essentiellement, avant ça, elle ne voyait pas que le leader a du pouvoir, elle croit sur elle. Puis c'est fait. Puis c'est Nan qui a vraiment ne pas une fracture dans sa vie à la suite de ça. Parce que c'est essentiellement quelque chose qui ouvre ses yeux, si vous connaissez ça. Je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez entendu le genre de ouvrir ses yeux un peu avant. On a aussi des exemples du contrôle constant des relations. Chez Olivier était un membre de première génération qui a fait partie d'un groupe pour au-delà de 10 ans. Puis son point tournant, c'était qu'il était en relation, en fiancé avec la fille du leader. Puis lui aussi avait un peu ce genre de relation d'admiration du leader aussi avant tout ça un peu déboussolé. Il était en amour avec la fille du leader, il voulait la marier. Puis c'est pour ça qu'on ce qu'il dit, il y avait toujours une triangulation. Il n'a jamais eu de relation directe avec moi. Pour la désintégration de ma relation avec sa fille était liée au fait que lui avait explosé et parce qu'il voulait faire le mariage de sa fille. Fait essentiellement, il réalise dans ce moment-là que le leader
à manigancer, si vous voulez, toutes ces relations. Que le leader s'insère dans toutes ses relations, puis qu'il va toujours s'insérer dans ses relations. Même si qu'il essaie de avoir une relation seule avec la fille du leader, il n'est pas capable, le PL, le leader, s'insère dans toutes les instances. On a aussi un exemple sur l'imposition de la direction de son futur, de son avenir. C'est que Vincent est un membre des relations. Pour lui aussi, il n'avait pas nécessairement de relation d'admiration envers le groupe leader. Mais il reconnaissait qu'il pouvait pas nécessairement aller contre le pouvoir du leader. Ça, il était trop courant. Il avait été imposé des normes avant, puis il n'y avait pas de problème avec ça. Genre, il savait essentiellement fait dire qui allait marier puis quand, puis il était correct avec ça. Mais pour lui, aller à l'université, il voulait faire le choix. Puis il a vu ça essentiellement comme un atout au groupe. C'était pas même juste pour lui. Il voyait ça comme ça allait être un atout pour le groupe, ça allait améliorer le groupe, si tu veux. Puis le groupe a dit non. Puis c'est cette prise de conscience-là qui l'a permis, qui a vu un peu la permis de questionner un peu tout. Et c'est là où le déboussolement, si vous voulez, a apporté à quitter le groupe. Je sais que je vais un peu vite, mais je connais, on n'y pas sur le temps, fait que je veux pas trop prendre votre temps. Fait que c'est quoi les conséquences? La première génération, c'est essentiellement, c'est que c'est la relation du leader qui vient influencer ce point tournant-là. So, ils se font bouleverser par le leader. Fait que la relation d'emprise, si vous voulez, le leader qui est tout puissant, puis qui reconnaisse dans ce moment-là que sa décision, c'est la loi, si vous voulez, vient ça que la relation, moi je dis emprise, mais on peut dire idéalisation de cette situation ici, devient fragile ou elle se brise. La fracture débute parce qu'ils reconnaissent que j'ai pas vraiment le choix qui a été vendu à moi comme si j'avais le choix, j'étais libre. C'est ça une chose. La deuxième génération, c'est que le moment, lui, va briser l'illusion. Ils se rendent compte que le pouvoir du leader est définitif, puis qu'on peut pas aller à l'encontre du leader. C'est ça la différence. C'est que c'est ça qui met à l'action et qui vient à déboussoler la vision du groupe. C'est, en ce moment-là, fait en sorte que c'est pas tout beau, c'est pas tout parfait. C'est la discussion. Oh, l'analyse. On pense vite. Promise. C'est que les individus vivent des moments marquants tout au long de leur expérience. Puis c'est ça qu'on veut dire. On reconnaît que c'est pas juste un point tournant, c'est pas juste un moment marquant dans toute leur histoire qu'ils m'ont rencontré. Puis c'est important de quand même remarquer que c'est le point tournant qui a déboussolé la vie de la personne. Puis c'est de ça qui les permet de prendre conscience de l'individu. Puis, en raison de ça, c'est ça qui essentiellement les apporte à quitter le groupe. Deuxièmement, c'est l'identité comme telle de l'individu. Lorsqu'on parle des points tournants, c'est ça qui vient vraiment les affecter. Ça les fait réaliser qu'ils sont pas nécessairement des bons mondes parce qu'ils respectent pas ces normes-là. Ils respectent pas les leaders. Fait qu'ils se voient comme être pas des bons mondes. Parce qu'ils vivent ça, cette identité-là se développe encore plus, puis va peut-être consolider qu'ils n'ont pas de place dans le groupe. Parce qu'ils se disent, ben, je suis pas bon monde, fait que je devrais pas être dans le groupe. Fait que déjà là, cette idée, cette identité, si vous voulez, emmène encore la craque à grandir plus gros, si vous voulez. Puis la troisième, ben, on peut quand même reconnaître que comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre, si vous voulez, des mondes? Ben, sur un aspect comme un point de vue, si vous voulez, identitaire, on voit que l'identité est ancrée à leur enfance, si tu veux. Si qu'ils sont déjà à l'enfance pour en train de suivre les normes, ils se reconnaissent comme être des mauvais membres, ben, les processus de comme déconstruction après qu'ils suivent vont continuer cette idée-là. Ils vont dire, OK, ben si j'ai pas un bon membre, je dois pas être une bonne penseuse. Puis c'est ça de reconnaître puis c'est ça de reconnaître ça, nous permettait un peu, même en termes d'intervention, à dire, OK, on reconnaît qu'ils se voient comme être peut-être des mauvaises personnes, des mauvais membres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Avec ça, j'ai fait.
C'est pas dur de ça. Y a-tu des questions? Je sais que j'ai été vite. Je m'excuse. S'il y a pas de questions, c'est correct.